petit chouchou d'amour. Est-ce que quand un runner qui se croyait chaser à la base l'apprend, est-ce qu'on appelle ça un réveil? Alors je suis toute comme ça parce que la poupette qui me pose la question, je l'ai eu hier en consultation. Une énergie qui se pensait chaser quand en fait elle était runner. Sache que j'ai beaucoup pensé à toi hier soir. En me disant j'espère qu'elle va pas trop mal dormir après ce que je lui ai dit, bien que ce que je t'ai dit était en parfaite sincérité. Mais sache que j'ai quand même beaucoup pensé à toi hier soir. Le réveil runner, c'est pas forcément relié à ça. Le réveil runner, c'est un processus qui est très long. Je sais qu'il y a beaucoup de chaînes qui le présentent, genre ouais là il percute et paf ça y est c'est clair et ça. Non. Le réveil runner, c'est un processus qui est très long dans le temps, très doux en fait, c'est quasi à dose homéopathique, pendant lequel l'énergie va pousser un certain nombre d'informations, va les porter à la connaissance du runner, pour qu'à terme, il puisse prendre une décision par rapport à qu'est-ce qu'il a envie de faire par rapport à sa vie. C'est même pas par rapport à son autre, c'est comment je me positionne par rapport à tout ça. Est-ce que dans la façon dont j'ai envie de vivre, ensuite, est-ce que mon chaser a une place? Est-ce que j'ai envie de lui donner une place? Est-ce que je dois lui donner une place? Enfin voilà. Donc c'est un processus qui est plutôt philosophique, donc c'est plutôt de l'ordre d'une recherche, je me pose des questions, j'essaie d'être focus, j'explore une piste, je reviens dessus, je m'en vais, voilà. Donc c'est pour ça que c'est très lent, dans le sens où la façon dont on pense à un runner... Comment je peux vous expliquer ça de façon claire? Je dis souvent, le chaser, c'est une espèce de bulldozer. Les runners, c'est Pupu ou les petits oiseaux, clairement. Un chaser, tu lui donnes une information, c'est digéré, gargarisé, comme ça, là, pouf, et on prend une décision. C'est pour ça que les chasers qui expliquent le réveil runner, ils vont souvent dire, il va percuter. Le chaser percute. Le runner rêve sur quelque chose. Il faut qu'il brode un scénario, qu'il teste ce scénario et voir si effectivement ce scénario va peut-être le pousser ou pas dans une forme de réalité. Pas sûr, mais on va essayer, on l'envisage, on pèse, voilà. Donc c'est pas du tout la même façon de faire. C'est Pupu les petits oiseaux dans le sens où, ça c'est ma façon d'expliquer un peu coloré, mais c'est dans le sens où ils ont besoin de vivre avec ce que ça représente, le symbole de ce qu'ils sont censés faire, l'idée que l'énergie leur donne, qu'est-ce que ça implique, c'est quoi l'effet boule de neige, etc. Donc ils vont vivre, ils vont végéter un petit peu longtemps avec cette information, voir comment elle navigue dans leur système et à terme, peut-être prendre une décision. D'autant plus que la façon dont les chasers l'expliquent, ce fameux réveil, parce que 98% du contenu qui est fait sur les flammes jumelles est fait par des chasers, donc c'est biaisé, tu vois ce que je veux dire. Si on essaie, si on fait un petit effort pour rester neutre, le chaser appelle le réveil du runner, juste le fait que l'amour que le runner ressent pour son chaser est clair. Okay. Mais c'est pas suffisant d'un point de vue runner. Le runner, il va se dire, oui, je sais que j'aime mon autre, j'en doute pas. J'en ai rarement douté. De temps en temps, j'ai voulu l'explorer. De temps en temps, pour me préserver, non. Mais je sais que c'est... Voilà. Les runners sont les premiers à dire « j'aime mon autre ». Pas à eux directement, mais à eux-mêmes, ils se l'avouent assez facilement. Donc, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est que aimer, d'un point de vue purement de chaser, voilà, on aime comme ça. Peu importe comment est fait la vie, on n'a qu'à aimer. Ça suffit. Les runners, ils pensent pas ça du tout. Un runner, il va se dire... Oui, aimer, mais concrètement, on va faire quoi ensemble? On va faire où? Toi, tu travailles là, moi, je travaille là. Et puis, on va pas acheter une maison. Et si on achète une maison, ben du coup, où est-ce qu'on va aller vivre? Et nanani, et nanana, et nanana. Et donc, en fait, le runner, lui, va beaucoup plus focus sur tout l'aspect, j'ai envie de dire, pour le coup, très pragmatique, de ce qu'implique cet amour. Et c'est l'une des raisons qui va souvent pousser le runner à freiner les cas de fer à base de « mais t'aimer, c'est pas le problème, c'est tout le reste le problème ». Parce que tout le reste implique des changements de vie. Par exemple, l'archétype, le truc le plus basique de la Terre, c'est « je suis avec quelqu'un » ou « j'ai des implications émotionnelles avec quelqu'un ». T'aimer de façon extrêmement claire et m'engager auprès de toi, là, ça implique qu'il va falloir que je nettoie ça. Mes autres relations, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient simplement, affectives dans un sens large, etc. Il va falloir que je nettoie tout ça. Parce qu'il y a des choses qui peuvent pas se parler ensemble. Il y a très peu de chances que chaser et tierce du runner fassent des soirées raclette ensemble. Concrètement, ça se passera pas, quoi. Donc
il y a un changement de paradigme à organiser pour passer de l'un à l'autre, et cette organisation, objectivement, elle submerge dans l'écrasante majorité des cas les runners qui se disent mais j'ai pas le courage de faire ça en fait, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps parce que je fais des choses dans ma vie, non, en fait non, c'est sur le papier oui, j'en ai envie. Dans les faits, beaucoup plus compliqué. C'est le propre de il y a la théorie, il y a la pratique. En théorie, pas de souci. Donc c'est pour ça que souvent les runners vont conserver ce qu'ils pensent de leur autre dans leur imaginaire. Ils vont avoir du mal à être extrêmement expansifs auprès de leur chaser par rapport à ça, dans le sens où il vaut mieux que ça vive en théorie, parce qu'en théorie tout se passe bien, vous connaissez la blague, et que si cette théorie on la transcrivait dans quelque chose de très concret, c'est sûr que ça serait foiré, c'est sûr que ça serait foiré. Et je t'aime tellement que j'ai pas envie de niquer ça, aussi simplement. Donc je préfère laisser ça en théorie, je préfère te laisser en responsabilité d'entreprendre, de me proposer des choses, etc. Comme ça, moi je vais choisir si j'accède ou si j'accède pas, si ça me respecte ou si ça me respecte pas, ou si peu importe ce que tu vas me proposer, je vais dire non par principe, parce que de toute façon, je me sens pas prêt ou prête à passer cette théorie dans la pratique. Parce que dans la pratique, il y a des implications concrètes. Va falloir que je quitte certaines personnes, va falloir que je change de façon de vivre, va falloir que je change de métier, va falloir que je change de ceci, de cela. Et ça, c'est des implications qui sont, très importantes, parce que c'est pas juste, juste changer de ville comme ça, il y a des implications qui sont plus vastes souvent. Les runners ont la particularité de se lier à des tierces, pas forcément amoureuses, mais à des personnes, à des entités autour d'eux, et ressentir énormément de gratitude pour ces personnes-là aussi. Donc il y a des conflits internes, j'ai envie de dire, de soi envers soi-même, où ils vont se dire mais certes j'aime mon autre, mais j'ai aussi beaucoup de gratitude, j'ai une forme d'amour aussi pour cette personne, pour cette entité-là. Aller de l'un à l'autre juste parce que les deux arrivent pas à faire des soirées raclettes, en quoi c'est mon problème quoi? Pourquoi c'est censé être moi à faire le ménage? J'y peux rien si ma vie elle s'est fait comme ça. Donc c'est pour ça que c'est un processus qui est très long, dans le sens où ce sont des questions, qui démarre sur un point de vue très pratico-pratique à base de toute façon pour accéder à cet amour et que concrètement vraiment il puisse exister, hein, c'est-à-dire concrètement on se voit où, on fait quoi, on se voit avec qui, voilà, pour que ça se fasse, ça soulève des questionnements beaucoup plus philosophiques de l'ordre de la gratitude, de l'attachement qu'on peut ressentir à une personne, à une terre, à un lieu, voilà. Il y a tout un tas de sujets comme ça, c'est pas si simple, et du coup souvent le runner a le sentiment de devoir choisir entre la peste et le choléra, c'est pas forcément plus simple non plus. L'amour ne suffit pas à justifier de foutre en l'air tout le reste. Et c'est comme ça que va l'expliquer le runner, c'est oui, certes, je ressens ça, et je n'en doute pas. Et je suis prêt ou prête à le dire à l'autre, ça y a pas de souci, y accéder. Mais je suis pas prêt ou prête à foutre en l'air tout le reste non plus. Je fais quoi avec ça? Voilà. Donc c'est pas simple. Et puis il y a un autre effet qui se crée, qui est une forme de poids qui se pose sur le runner à ce moment-là, où il va se dire, si je dois changer de paradigme, si je dois faire ce choix entre la peste et le choléra, et que je vais choisir mon chaser, et que je fous tout en l'air le reste de ma vie qui m'a servi à me reconstruire pendant toutes ces années. Ok, super. Le poids, c'est que si je fais ce changement-là, faut vraiment que ça tienne en face. Faut vraiment que ce soit vraiment le bon choix, solide, béton armé comme ça. C'est the big one, c'est le one and only, tu vois. Je vais pas faire tout ce processus-là qui m'arrache le cœur, de philosophie qui me tord comme ça dans tous les sens, si c'est pour que ça pète au bout de 6 mois ou au bout d'1 an. Ça, c'est pas ok. Ça, quand on dit ça à un chaser, il va dire, bah ouais, c'est bon, je suis the one and only, wouhou, tu vois. Donc le chaser, il va prendre ça de façon très légère, à base, ben voilà, fin du sujet, tu vois. Sauf que là, le renard, il va se dire, oui, mais t'es mignon. Mais c'est que on s'est jamais prouvé avant qu'on pouvait tenir 6 mois ensemble. On peut même pas tenir 3 semaines ensemble. Comment tu veux, si on est pragmatique 2 secondes, dire c'est the one and only, maintenant qu'on a fait tout ce processus de vie, qu'en plus pour avancer sur ce processus de vie, ça va me coûter extrêmement cher, qu'est-ce qui me justifie que c'est vraiment le bon investissement pour moi-même et que c'est sûr que ça tiendra. Là, le chaser, il va y aller complètement tête brûlée à base de parce que je le crois et qu'on s'aime, comme ça. Là, le runner, il va dire t'es complètement à côté de tes pompes parce qu'on s'est jamais prouvé avant qu'on pouvait tenir
max tant de temps, ou que on pouvait aller sur ces terrains émotionnels en se sentant safe, que à chaque fois qu'on s'est fait une déclaration, bah ça a pété derrière, parce que soit c'est moi qui ai pété ma durite, soit c'est toi qui as pété ta durite, il y a quelqu'un qui a pété une durite. Donc qu'est-ce qui me prouve que ce changement il sera sûr le bon pour moi, parce qu'il pense à sa gueule. Mais il a raison, hein, qu'on soit très clair. À un moment donné, faut se prioriser aussi. C'est tout le parcours du chaser de comprendre ça. Donc voilà. Donc il se priorise aussi. Il se dit, qu'est-ce qui me prouve que si je fais ça, je vais pas me faire exploser la tronche une énième fois. Et que une énième fois, je vais me confronter à l'abandon dans ma vie, au rejet dans ma vie, à des problèmes d'illégitimité, à des problèmes de toxicité. Je n'ai juste pas envie de me confronter à ça. J'en ai trop chié pour me remettre volontairement une couche là-dessus. On peut pas lui dire qu'il a tort. Le réveil du runner, vraiment pour répondre strictement à ta question, c'est quand on est arrivé au bout de ce processus où le runner se dit je vais faire un choix, je vais choisir mon chaser et je vais surtout m'appuyer sur le seul argument que j'ai pour naviguer ça de façon lumineuse, qui est ma confiance en moi. Je sais que si je choisis ça, je ne vais pas laisser la toxicité, l'abandon, le rejet se mettre en place. Parce que je me suis soignée, parce que j'ai changé mes schémas émotionnels, parce que j'accepte plus qu'on me traite comme ça tout simplement, parce que j'aime tellement mon autre que je suis prêt à lutter pour ça, et que même si mon autre déconne, je vais le prendre entre cas yeux à base de arrête de déconner. J'ai pas fait ce choix pour que tu fasses ça, donc tu te ressaisis frère. Voilà, tu vois. Mais ça demande un putain de self-esteem qui a la gaule et qui se dit j'y vais. Toutes les informations, j'ai tout ce qu'il faut à ma disposition pour le faire et j'y vais parce que je me fais confiance. Très compliqué pour un runner d'arriver pour lui-même à une certitude profonde qui vibre en lui de je sais que ce que je fais c'est la meilleure option de la terre, en mode un peu testostéroné. Le runner il va souvent penser qu'il fait au mieux avec ce qu'il a, pas optimal, mais on peut pas lui jeter la pierre. Voilà. Il y a le runner, il va tout le temps partir du principe que qu'il fait au max de ce qu'il peut, c'est pas foufou, mais c'est comme ça, et que c'est un peu l'autre qui doit s'adapter à lui parce que lui aussi il souffre, tu vois. Donc c'est des questions comme ça d'interprétation qui s'entrechoquent un petit peu. Le réveil du runner, c'est quand il vibre profondément ce côté de j'ai confiance en moi, j'y vais, bamos, et voilà. Tu vois, c'est ça le réveil du runner, mais c'est c'est un processus qui est très long, qui est vraiment pas du tout de l'ordre de j'ai percuté. Un chaser, il pourrait te dire le réveil du runner, c'est cette dernière partie là où oui, entre guillemets, il percute, il est testostéroné, il y va, bamos, tu vois. Mon point de vue à moi, c'est que c'est très problématique aussi de faire l'impasse sur tout le processus qui a amené à cette énergie là. Et tout ce processus qui est long, qui est vraiment à dose homéopathique, il faut vraiment le respecter, il faut un peu le pouponner aussi, parce que la finalité c'est ça. Donc si c'est un processus qu'on vient secouer comme ça sert à rien. Ça c'est ce processus là très long avant d'arriver à cette énergie de je percute. Tout ce processus là, en général le chaser en face on l'oblige à quitter justement son runner. Non pas parce que le silence est mieux, mais parce qu'en fait, comme ça, au moins, le chaser, il va pas le triturer dans tous les sens, à base de tu devrais m'aimer comme si, tu devrais faire ça, et puis nanani, et puis nanana. On laisse le runner tranquille, parce que c'est tellement un processus qui est vraiment subtil, doux, philosophique, etc. Si le chaser, à ce moment-là, peut juste fermer sa tronche, ça arrange tout le monde à long terme. Donc c'est très efficient. Allez, petite thématique runner. Hier, on discutait de qu'est-ce que c'est que le réveil du runner. Aujourd'hui, tu me dis, je rebondis sur ta réponse et je suis intriguée. Il arrive souvent à des runners de penser qu'ils sont chasers. Tellement souvent. Tellement. Je sais pas, je tiens pas de stats, mais plus de la moitié, à l'aise. En tout cas, ceux qui échouent en séance avec moi, beaucoup. Pourquoi déjà, il y a un effet, si en tant que thérapeute, on se remet aux questions, et il faut le faire, aussi pour qu'on évolue dans notre pratique, etc., il y a aussi un effet tout simple, qui est que, déjà, pour arriver à la notion de je suis chaser ou je suis runner, il faut déjà s'être renseigné sur la notion de flamme jumelle. Ça veut dire que ce sont des personnes qui, énergétiquement, sont déjà un minimum éveillées et sont rentrées en recherche active par rapport à ça, etc. Vous savez tous comment ça fonctionne, la recherche active? Google, flamme jumelle.
On trouve un demi-milliard de vidéos à base de voilà à quoi ressemble le runner, voilà à quoi ressemble le chaser, et cette personne, devant ces vidéos, en train de peser le pour et le contre et voir ce qui résonne le plus avec lui ou pas. Ok. Classique, normal. Jusque-là, vous pourriez dire, il n'y a pas de problème. Les problèmes, ils commencent dans le contenu de ces vidéos. Dans le contenu de ces vidéos, qui sont faites par une écrasante majorité par des chasers, une grosse partie de ces chasers ont aussi envie de boxer un peu leur propre runner, tu vois. Donc vont projeter aussi dans la façon dont ils décrivent le runner. Le runner, dans la majorité des cas, on va le décrire comme quelqu'un de parfaitement irresponsable, qui sait pas tenir une promesse, qui a un comportement parfaitement chaotique, qui ghost, qui est ingrat, qui vraiment fait l'impasse sur des choses basiques telles que le respect, telles que simplement la cordialité. Il ment, il trompe, il fait des bêtises, bla 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 bla. Est-ce que les runners pensent ça d'eux-mêmes? Non, tout simplement. Donc, quand ils comparent ce qu'ils entendent de ce qui est supposé être le runner versus le chaser, ils entendent que c'est quelqu'un de responsable, qui fait le mieux qu'il peut, qu'on l'aide pas, que clairement on le comprend pas, que en plus l'autre fait tout ce qu'il faut pour le faire souffrir, et qu'il souffre vraiment beaucoup, que si l'autre se sortait un peu les doigts du fion, il trouverait des méthodes pour aller mieux. Vraiment, au final, le problème, c'est pas le chaser, c'est le runner. Ça match exactement ce qu'il pense de sa propre vie, le runner. Parce qu'il se reconnaît pas dans le triple fion qu'on décrit en tant que runner, excusez-moi de l'expliquer comme ça, mais il se reconnaît carrément dans cette image de la personne qui souffre, qui essaie de donner le max qu'il peut par rapport à ce qu'il a, qui est incompris et qu'il faut qu'on aide. Sur la question de la fuite, par exemple, parce que souvent on dit, de toute façon, le runner, c'est un profil évitant, il fuit aussi vite que la vitesse de la lumière dès qu'on le confronte à quoi que ce soit, à un gramme de responsabilité par rapport à son comportement. Les runners, ils n'ont pas du tout, mais jamais l'impression de fuir. Au contraire, ils ont l'impression d'être hyper présents. Alors là, quand je dis ça, les chasers, ils vont dire « What? What the fuck is going on ?» Parce que les runners, ils ghostent et machin. Ça, on va continuer d'alourdir encore le profil runner par rapport à ça. Les runners, ils sont convaincus que le problème, c'est pas leur attitude. Que oui, ils sont partis, c'est vrai, mais parce que le chaser a été absolument odieux en face, et que c'était soit le runner redevenait actif par rapport à cet aspect odieux, c'est-à-dire exploser la tronche du chaser en face qui le traite et qui le considère comme une merde, soit il se casse par survie émotionnelle. Ils n'ont pas du tout l'impression de fuir à ce moment-là, ils ont l'impression que les chasers les obligent à un choix entre la peste et le choléra, et que de toute façon, peu importe leur attitude, leur chaser va quand même faire la gueule. C'est-à-dire, s'ils expriment exactement ce qu'ils ressentent à base de « tu me fous trop la pression, je me projette pas comme ça, c'est pas ma façon de penser, etc. etc. » T'auras un chaser en face qui va arriver comme une espèce de juge chaud bouillant avec son marteau comme ça à base de « mais tu as fait ci, mais tu as fait ça, tu t'es comporté comme ci, ça sous-entend ça, quand tu me fais des promesses, il faut tenir ta promesse, et nanana, et nanana ». Le runner, il a tout à fait raison quand il se dit, mais ça c'est pas l'amour. L'amour c'est censé se faire des câlins en fait. C'est pas censé toi avec un marteau comme ça qui me tape dessus comme le jeu des taupes. C'est pas possible. Donc à ce moment-là, il y a beaucoup, mais enfin la totalité des runners qui vont choisir de se carapater, pas parce que ils se disent oh là là je gère pas. Ils vont se dire mais c'est mon chaser, il est ingérable. Enfin mon runner. Il est ingérable. Et quand tu vas sur internet et que tu écoutes les vidéos de personnes qui parlent de chaser versus de runner, un chaser qui est complètement désaligné va te dire le runner n'est pas gérable. Donc là il dit bah voilà c'est un match, je suis chaser. Voilà. Parce que c'est vrai que son chaser il est comme ça. Et c'est vrai, en tant que chaser, parlons de ma communauté, on est tous comme ça. On est tous passés par là, dans le sens où quoi que dise le runner en face, s'il ose exprimer ce qu'il pense en sincérité, s'il ose exprimer des choses plutôt négatives en sincérité, c'est-à-dire, sincèrement, je n'apprécie pas la façon dont ça se fait, c'est pas comme ça que moi je fonctionne, j'ai besoin de plus de temps, j'ai besoin, de naviguer dans ces énergies plus longtemps, j'ai des sujets à côté, tu n'es pas ma priorité, mais ça, il n'y a rien de problématique dans ces points de vue-là, et il a le droit de vous les exprimer, mais le chaser, parce qu'il aime trop et qu'il se laisse submerger par son amour, il est en refus, mais total, de ce point de vue des choses.
le chaser qui est complètement gargarisé d'amour comme ça, et genre, comme ça, son runner lui dit je t'aime mais c'est pas le moment, je t'aime mais j'ai d'autres priorités, c'est un poignard dans le cœur. Les chasers vont utiliser des mots absolument atroces, genre il m'a trahi, il m'a ceci, il m'a cela. Mais le chaser pendant très longtemps a un énorme défaut d'écoute, c'est je veux ça, donc tu dois me donner ça, et si tu me donnes pas ça, ben je meurs. Voilà. Et le runner, il est censé faire quoi par rapport à ça? Donc souvent les runners, ils vont non pas choisir, c'est la façon dont eux se l'expliquent, ils se disent pas je fuis, ils se disent mais je gère une situation qui est ingérable, et non oui je suis maladroit, ça y a pas de souci, et je culpabilise beaucoup par rapport à mon manque de, comment dire, à mon manque de rigueur, à mon manque de, enfin c'est pas clair pour moi, et je suis culpabilise du fait que ça soit pas clair pour moi, mais tu ne m'aides pas. Et c'est exactement ça que disent les vidéos sur les chasers. Vous comprenez pas l'attitude de votre autre, il est jamais là où il est censé être, où vous attendez qu'il soit, etc. Donc quand par exemple j'ai des runners qui échouent en consultation avec moi, on va commencer à démonter ça en disant non, oui, t'as raison dans tout ce que t'as ressenti, tout à fait. Et le problème, c'est pas tes émotions, le problème, c'est pas ton interprétation des émotions, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de contenu quand tu as fait ta réflexion sur le fait d'être flamme jumelle qui t'expliquer tes émotions de façon juste. Il y a beaucoup sur internet de projections, notamment de chasers parfaitement désalignés, qui veulent taper du runner, qui veulent faire percuter du runner, qui est leur projection à eux, qui est leur façon de fonctionner, qui est tout ce qu'ils ont encore un peu coincé dans la gorge par rapport à leur runner, et qui n'arrivent pas à avoir une attitude parfaitement suisse, j'ai envie de dire, parfaitement neutre, temporisée, à base de le runner aussi ressent tout ça, et il a fichtrement le droit. Il y a une autre réalité de l'égrégore qui est des flammes jumelles, c'est qu'il y a le contenu, il y a aussi les gens qui vont commenter le contenu, tu vois. Parce que les runners, ils ont des yeux incroyables mais vrais, ils savent lire. Donc quand par exemple, et ça c'est mon expérience personnelle, quand moi je challenge les gens qui m'écoutent en leur disant votre runner a aussi le droit d'avoir des émotions qui ressemblent aux vôtres, dans lesquelles ils se sentent légitimes, etc. Souvent je dois nettoyer des commentaires sur ma chaîne YouTube à base de ouais mais bon faut arrêter de tout leur passer, là c'est beaucoup trop sympa, c'est beaucoup trop gentil, etc. Mais comprendre ne veut pas dire justifier. Ça veut juste dire comprendre. Et de toute façon, pour trouver une porte de sortie, une solution, tant pour le runner que le chaser, à un moment donné, il faut comprendre sans juger. Ok ? Par exemple, schématiquement, j'ai un runner qui arrive en consultation. S'il me dit, là, j'ai pas répondu au message, là, effectivement, j'aurais pu lui dire la vérité, j'ai pas su, nanani, nanani, nanana. Si la façon dont moi je réponds à la personne, par un jugement, par exemple, si je prends exactement les mêmes jugements qu'on peut retrouver dans ces commentaires, à base de et du coup je suis censée t'envoyer une médaille, et du coup à quel moment tu prends tes responsabilités, il n'y a plus de soin qui se fait. Fin de séance. Allez, merci, bonsoir. Tu vois ce que je veux dire? Le soin s'arrête net. Il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus de thérapie qui se met en place. Valable avec en énergétique. Là, dans l'énergie, je te promets, si moi je dis ça, leur énergie se carapate comme ça, comme un Bernard l'ermite qui rentre dans la coquille, intouchable après. On ne peut plus aller discuter avec lui. Fin du soin, j'insiste. Imagine un thérapeute, genre un psychothérapeute qui dit ça au sein d'une séance. Ah non, non, mais votre comportement, il est complètement incohérent. Enfin, il n'y a rien à sauver là-dedans, il faut faire différemment. Fin de séance aussi. Là, la relation de confiance, la relation thérapeutique s'arrête net. En face, t'as un runner qui n'est plus du tout dans une position de « je suis dans un safe place où je peux lâcher mes émotions ». Ça vient au contraire complètement valider ce qu'il pense déjà, à base de « je suis tout seul dans ma merde, jamais personne va m'aider, de toute façon c'est moi versus le reste du monde, on me dit que je suis un monstre, je culpabilise déjà par rapport à ça, ou je ressens déjà une forme de culpabilité, là on m'aide pas, on ne m'aide pas ». Sauf que la base du soin, c'est l'absence de jugement, rester neutre par rapport à ça, valider les émotions qu'on ressent. Vous avez le droit d'avoir des émotions, quand même ces émotions sont problématiques. L'idée, c'est pas de les juger, l'idée, c'est de leur donner une structure pour que vous puissiez sortir de ces émotions et trouver un espace de sérénité par rapport à ça. Et trouver, via la sérénité, aussi un espace d'action par rapport à ça. Je suis en bonne forme pour apprendre à faire les choses différemment parce que j'ai envie, parce que ça me procure de la joie, parce que ça me procure une confiance en le futur, en mon autre, etc. Mais c'est fondamental. Donc, ce genre de contenu, par exemple, qu'on trouve sur Internet, de mon point de vue à moi, il est extrêmement problématique.
Vraiment, je pense que c'est important d'insister, mais tout ce qui est de l'ordre des jugements, de valeurs, de ça c'est nul, ça c'est pas bien, nanani, nanani, nanana, des pensées aussi qui sont extrêmement dogmatiques à base de toute façon il n'y a qu'une méthode, c'est celle-là, et voilà, et si tu penses différemment, bah tu vas dans le mur, et attention, hein, chouchou, les foudres karmiques, elles vont venir te croquer les fesses, hein, genre de la pensée punitive comme ça, mais on est où? En termes de positionnement thérapeutique, c'est zéro pointé. Vous imaginez un psy qui va vous dire « Ah, vous pensez ça? Ah ben continuez de penser ça. De toute façon, si vous obstinez dans ce qui fait sens pour vous, bon, autant tisser la corde tout de suite. Hein. » Mais la séance, elle s'arrête. Et là, vous dites « Je suis pas du tout en face de quelqu'un qui fait son métier correctement. Je suis en face de quelqu'un qui est parfaitement maltraitant. Il faut vite que je me trouve un autre psy. » Pas de différence avec l'énergie, c'est pareil, de ce point de vue-là, c'est pareil. Dès lors où c'est de l'ordre du jugement, du dogme, de la comparaison de valeurs, etc., mais c'est à jeter à la poubelle, mais monolithique, d'un seul bloc. Donc oui, voilà, cette méthode de prendre en charge le destin des gens, parce que c'est quand même un peu ce qu'on fait quand on guide les gens, parfaitement maltraitant de mon point de vue à moi, parfaitement irresponsable aussi, clairement, et ça induit en erreur, mais tellement de runners. Et d'autant plus que tout le monde n'a pas les moyens de se payer une séance parce que ça a un coût et que des fois il y a des personnes qui arrivent même pas à se payer un plat de pâtes, tu vois ce que je veux dire? Donc ils ont aussi du contenu qui est parfaitement anonyme, où il n'y a pas quelqu'un qui va regarder stricto sensu leur vie. Donc par un état de fait, ils vont être obligés de prendre des choses comme ça qui sont en libre accès, qui sont parfaitement gratuites parce qu'ils ne peuvent pas se permettre mieux que ça. Ils vont en tirer des conclusions qui vont être parfaitement délétères pour leur situation, par exemple. Donc oui, c'est problématique. Et surtout, ce contenu, il fait complètement abstraction de la réalité réelle runner. Une fois que tu enlèves le jugement, les dogmes, etc., au final, ce contenu-là, il explique rien du tout de la situation des runners de façon très pratico-pratique. Je te prends un exemple limpide, le nombre de runners qui sont en couple avec d'autres personnes, par exemple, le chaser ou le guide chaser parfaitement désaligné va le présenter comme il se fout de ma gueule, il vient chez moi mais moi je suis pas son amant, je suis pas son amante, enfin vraiment je suis pas un trou dans son calendrier, donc je mérite mieux que ça, et puis l'autre il la facile avec l'officiel sous le coude et la fausse qui est moi, ou l'amante ou la secondaire, voilà comme ça, il la facile, tu vois. Mais un runner il va jamais te l'expliquer comme ça. Moi les runners qui sont en couple, dans l'écrasante majorité des cas, ils me disent je suis seule. Je dis mais non t'es pas seule parce que t'es quand même en couple, même si c'est pas... Ah oui non mais je suis en couple, mais je suis seule dans mon couple, je me sens parfaitement seule. Je suis avec quelqu'un en couple, avec quelqu'un qui me comprend pas, mais mon chaser non plus me comprend pas. J'ai aucun pote autour de moi qui comprend ma situation, qui comprend mon comportement, je n'arrive pas à prendre du soin pour moi parce qu'on me juge, mais non, je me sens seule, je me sens parfaitement seule. Donc c'est tout un travail aussi que de leur faire prendre conscience de l'environnement. Et de faire évoluer leur point de vue de je suis seule, de je me sens seule, à je ne suis pas seule, mais je suis surtout mal entourée. Donc mon problème, c'est pas ma solitude, je ne suis pas seule. Mon problème, c'est mon environnement. Faut que je nettoie mon environnement. Mais rien que ça, c'est un changement de paradigme qui est monumental, parce que eux, ils ont beau avoir du monde partout, du monde dans la maison, du monde dans leur téléphone, du monde au travail, etc., partout autour d'eux, ils vont quand même te dire, je me sens parfaitement seule. Le nombre de fois où j'ai entendu un runner dire, oui, j'ai ma tierce, c'est vrai, j'ai ma tierce, mais c'est quelqu'un de négligeable. Et que moi je les challenge à base de si c'est quelqu'un de négligeable, c'est quelqu'un que tu peux enlever demain. Genre là en sortant de séance, tu l'appelles, tu lui dis bah écoute voilà nous deux c'est fini. Ah bah non c'est pas si simple. Voilà, donc c'est des notions sur lesquelles il faut travailler, mais il faut travailler en empathie aussi, dans le sens où leur sentiment par exemple d'être seul au niveau d'un couple, c'est un sentiment qui est parfaitement légitime et qu'on peut entendre si on sort de la mentalité flamme jumelle, j'ai envie de dire, c'est un... Dans la vie civile, j'ai envie de dire, combien de femmes ou d'hommes ont divorcé parce qu'ils se sentaient strictement seuls dans leur mariage, par exemple. Genre, oui, techniquement, je suis mariée à quelqu'un, mais l'autre, il n'est pas présent, il s'implique pas, il s'en fout, il n'en a rien à foutre de mes émotions, on est deux colocs au sein d'une maison, il y a plus d'amour, il y a plus de connivence, il y a plus d'intimité, voilà, je me sens seule. C'est un sentiment qui existe. Donc c'est en ça où juger ou avoir une vision dogmatique sur les choses, c'est extrêmement problématique, parce qu'on parle de réalité, qui existent chez les flammes jumelles comme n'importe qui d'autre, qui méritent qu'on les traite à leur juste valeur avec dignité et avec sérieux. Et ça, c'est très très problématique dans la prise en charge des runners. Je pense que c'est une méthode de prise en charge qui est malheureusement largement sous-exploitée et qui aujourd'hui n'est pas valorisée non plus par l'égrégore des flammes jumelles, qui a tendance à exploser la tronche du runner par principe, quoi. C'est triste.
c'est triste, c'est triste, c'est triste. Après, quand on fait un minimum d'efforts pour être un être humain correct, ne serait-ce que correct en termes de bienveillance et d'empathie, on arrive aussi à dénouer le vrai du faux et accompagner les runners vraiment en pur respect de qui ils sont, en validant leurs émotions, en disant de toute façon, pour amener du soin, on est obligé de valider ton émotion. Ton émotion, elle est légitime. On va pas questionner ça, on va couper des notions de culpabilité, de je me flagelle, voilà, on va essayer de se mettre dans une émotion qui est constructive à base de il s'est passé ça, j'ai envie de changer, je veux faire ça pour changer ça, tu vois. Quelque chose au final d'assez factuel. Mais c'est la sortie, si tu veux, dans la méthode de travail avec les runners, vraiment, moi, ma méthode privilégiée, c'est rentrer dans du factuel. C'est là-dessus, avec votre chaser, effectivement, vous n'êtes pas compris, parce que vous allez chacun interpréter les choses. Arrêtons d'interpréter devant nos factuels. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour arranger la situation, pour arrêter de surinterpréter? Parce que dans le cadre des consultations avec des runners, dans l'écrasante majorité des cas, on va presque littéralement prendre les textos qu'ils se sont échangés avec leur chaser et réinterpréter tout de façon factuelle pour enlever toute cette charge émotionnelle, toute cette charge hyper-traumatique et de dire ok, quelle est l'information de base, si on enlève toutes les émotions, les emotions comme ça, si on enlève tout ça, factuellement il s'est passé quoi? Factuellement c'était quoi le sujet? Par exemple dans le cadre d'une engueulade entre un chaser et un runner parce que le runner est avec sa tierce et il n'envisage pas de quitter la personne demain, même s'il aime son chaser qui monte un créneau parce que tu me jures amour mais t'es pas capable de quitter l'autre, mais moi je suis qui pour toi, nanani nanani nanana. Ce que le runner va entendre, c'est tu comprends pas ma situation non plus, j'ai des implications, il y a des enfants, il y a du matériel. Au milieu, c'est pas si simple, en plus je me sens seule dans mon couple, donc ne dis pas que je m'éclate et que je l'ai facile, c'est pas vrai, etc. Donc à un moment donné, on arrête, c'est rajouter de emotions, over emotions, ça ne servira strictement à rien. Donc on va redevenir au factuel. Ça sert à rien de vous parler tant que la situation n'est pas plus claire. Ton chaser, c'est normal qu'il n'ait pas envie de relationner avec toi si ta posture personnelle n'est pas claire, si tu es toujours marié avec quelqu'un. C'est ok que quelqu'un refuse d'être l'amant, par exemple, il n'y a pas de souci. Peu importe la teneur des sentiments, peu importe l'intensité de la fusion que vous ressentez dans vos énergies, c'est un contexte, ton chaser a parfaitement le droit de tenir ce contexte, de tenir cette limite-là. Il n'y a pas de souci. Du coup, toi, prends tes responsabilités par rapport à ça. Est-ce que c'est difficile pour toi de quitter ton mari, ta femme, etc. Oui, ton chaser doit aussi accepter ça. Oui, j'ai construit quelque chose avec quelqu'un d'autre que j'aime peut-être un petit peu moins, mais la construction est là, et ça, je suis pas prête à jeter cette construction-là. C'est aussi une limite que le chaser doit entendre, ça va pas lui faire plaisir, mais il doit l'entendre. Et si il t'aime tant que ça, et s'il ne t'écoute pas sur ce sujet-là, est-ce qu'il t'aime vraiment? Non, il aime surtout son trauma et de te dire viens me sauver. Voilà. Donc c'est des notions sur lesquelles on va essayer de rester factuel. Quand on dit par exemple à un runner mais t'as le droit en fait de penser ce que tu penses, déjà la première réaction c'est genre je déculpabilise tellement parce que j'ai pas choisi cette situation, j'ai pas choisi de ressentir ça. Quand j'ai construit, moi je l'ai construit en sincérité, je l'ai pas construit pour avoir mon chaser sous le coude, donc je comprends pas pourquoi on m'accuse de tout ça, c'est pas ce que je ressens, etc. Donc souvent ils déposent un paquet comme ça, et après on peut challenger sur du coup qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ça. Est-ce que c'est une construction vraiment que tu valorises plus que ton chaser? Est-ce que au contraire tu te dis c'est une construction certes mais qui arrive à péremption et il va falloir que j'organise ma sortie par rapport à ça? Ok, on va organiser la sortie. Enfin voilà, mais faut rester factuel et faut rester constructif. L'idée de les amener sur cette énergie hyper-factuelle, hyper-constructive, c'est aussi pour les raccrocher d'une certaine manière à leur responsabilité, à leur lien FJ, à plus de clarté, à plus de rigueur personnelle. C'est pour aller entre guillemets dans le sens de leur bien-être, dans leur sens aussi, mais pas dans le sens de t'as fait plein d'erreurs et c'est pas grave, t'inquiète pas, bisous bisous, tout va bien, te pose pas de questions. Non, pas du tout. C'est ce côté de écoute, oui, il y a eu des problèmes, on va arrêter de se flageller par rapport à ça, on essaie de faire mieux. Donc on va juste essayer de faire mieux. Donc c'est apporter une dimension d'empathie, de tendresse aussi, de se dire de toute façon, quand on s'aime vraiment, on n'est pas là pour se torturer. On n'est pas là pour volontairement se faire mal. On est là pour, à terme, arriver à se comprendre. Que chacun ait des impératifs émotionnels, il faut l'accepter. C'est comme ça. De toute façon, vous êtes tous les deux en train de souffrir. Le chaser et le runner, pendant leur parcours FJ, ils souffrent. C'est factuel. Donc c'est se dépasser, devenir vraiment le phare au milieu de la tempête, prendre du recul,
se hisser sur un angle différent des chicaneries de t'as dit ci, t'as fait ça, nanani, manani, manana, qui ça n'amènera à rien. Tenir les comptes, ça n'amènera strictement à rien. Genre, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, du coup, moi je vais me venger, moi je vais faire ci, et puis là, je vais bien te le mettre dans la tête que tu m'as fait ci. On arrête. C'est des moments, là, vaut mieux se taire. Vaut mieux aller vous mettre au fond d'une grotte, aller faire une retraite spirituelle au fin fond de l'Ardèche, où vous laissez votre téléphone portable à l'entrée du camp. C'est tout sauf ça. C'est sortir des chicaneries. Et le problème, c'est que sur Internet, on trouve énormément de chicaneries. Donc voilà, ça c'est un point de vue voilà, assez, que je pense avoir été assez exhaustive comment dire, sur les choses. Je vois il y a un message qui est tombé dans mon Instagram pendant que je vous fais toutes ces stories là, qui dit mais est-ce que tu leur dis qu'ils sont runners quand ils t'appellent en consultation? Oui, je leur dis, et je leur dis souvent avec beaucoup de gravité. C'est un moment que je prends particulièrement au sérieux, parce que dans ma tête il y a toujours ce truc de je vais lui niquer sa journée. La personne m'appelle, piou les petits oiseaux avec Emma, ça va être plus facile, etc. Et je sais que je vais lâcher la personne un peu choquée à base de non, mais non. Donc quand je leur dis souvent, il y a deux équipes en fait. Il y a une équipe qui ose pas me dire qu'ils ont un doute, tu vois. Ils disent ouais, je suis chaser, mais en fait ils ont un doute, tu vois. Et dans l'énergie, je vois qu'ils me mitonnent un peu et ils essaient de le dire. Donc moi je leur dis écoute, moi je pense que t'es plutôt runner, et moitié des cas, ils vont me dire ah putain, je savais, j'avais un doute, mais fais chier. Comme ça, parce que concrètement, la finalité du parcours chaser, c'est t'as rien à faire, tu lâches prise, tu le recontactes plus et t'attends qu'il se débrouille. Donc, confortable. Et il y en a d'autres, les plus hypersensibles, les plus inquiets aussi, vraiment les profils runners particulièrement anxieux avec eux-mêmes, voilà, et qui se disent mais j'ai vraiment cru que j'étais chaser, parce que quand on entend ce qui est censé être un chaser il souffre et je souffre quoi. Donc on n'a pas du tout quelqu'un qui joue, on n'a pas du tout quelqu'un qui fait genre, qui fait semblant, etc. Vraiment on n'est pas du tout sur ce genre d'énergie comment dire, les personnes qui tentent un peu comme ça, l'autre équipe qui tente un peu, il y a une forme de dynamisme derrière. Là au contraire, il y a une forme de démission, c'est-à-dire mais je souffre tellement, je sais plus quoi faire en fait. Donc là je joue pas du tout, on rigole pas du tout. Donc c'est des personnes où je leur dis écoute, moi ton profil m'évoque plutôt quelque chose de runner, ton énergie me montre que tu es runner pour tel. En général je leur explique pour x raisons, c'est pas juste écoute t'es runner et c'est comme ça. Je développe pourquoi je pense ça. Donc je leur explicite et en général c'est genre voilà. Parce qu'ils ont très bien écouté ce qu'on disait sur internet, ils ont très bien écouté qu'en se penchant de chaser, du coup c'était pas leur responsabilité que de rentrer en action, et que de maintenant je suis en train de leur annoncer que la finalité de ton parcours ça sera de rentrer en action par rapport à ton autre. Pas du tout le même état d'esprit, pas du tout les mêmes implications, ni même la lecture de ses propres émotions. Donc il y a un changement de paradigme qui est parfois brutal. Vraiment des fois une fois ça m'est arrivé d'un renard qui était vraiment paniqué au téléphone à base de oh mais t'as raison, mais quel bordel, mais moi je veux pas être comme ça, mais moi je veux pas faire ça, genre j'ai fait ça à mon autre, j'ai vraiment fait ça à mon autre, je fais bah oui, genre oh, mais non mais je suis pas d'accord, moi c'est pas du tout ça que j'ai voulu faire, c'est pas du tout ça. Donc on est rentré dans une forme de panique, donc c'est pas du tout quelque chose qui est reçu à base de oh bah ouais tant pis, non, on a vraiment le destin des gens au téléphone, quelqu'un en face qui est en train de se dire mais attends mais je remets ma vie à l'envers là. Donc de les repluguer à la bonne information, des fois ça peut pousser à des changements un peu dramatiques. Hein. Dans le cas de cette personne-là, par exemple, 2-3 jours après, j'avais reçu un mail à base de j'étais obligée par honnêteté personnelle que d'aller voir mon autre alors que ça fait des années qu'on se parlait plus, pour m'excuser, pour lui dire mais je me rendais pas compte, enfin c'est pas du tout ça que j'ai voulu faire, enfin un peu se flageller peut-être, mais c'était ce renard-là avait ce besoin, cette pulsion que d'aller suppurger comme ça pour dire c'est pas du tout ce que j'ai voulu faire, et maintenant je ne comprends pas pourquoi j'ai fait comme ça, mais c'est pas du tout la lecture que j'avais des choses, aussi parce que cette personne a eu accès à des mauvaises informations. Donc c'est vraiment litigieux, c'est un sujet qui est vraiment litigieux, et si j'ai des collègues qui me regardent, je pense que beaucoup sous-estiment le sérieux de cette question-là, parce que j'insiste, on n'est pas en train de balancer sur internet des recettes de bûches de Noël, on balance sur internet des grandes clés de compréhension.
des grandes clés de compréhension sur la vie des gens qu'ils mettent vraiment en pratique et qui impliquent vraiment des destins derrière et pas que souvent pas qu'une seule personne. On parle à minima d'un couple, parfois de famille entière, de questions de divorce, de séparation, de voilà. Donc je pense que notre qualité de thérapeute nous oblige à la bienveillance, à l'absence de jugement et surtout à être intelligent, un minimum, voilà. Allez.